Ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, c'est Michèle Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, qui sera face aux sénateurs dans l'hémicycle. Elle est interrogée par Bariza Chiari, sénatrice PS de Paris, sur l'avenir de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Je vous rappelle que cette institution était coprésidée jusqu'à présent par Nicolas Sarkozy et Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. Michèle Alliot-Marie, de plus en plus fragilisée par les révélations du Canard enchaîné sur la transaction immobilière qui aurait eu lieu entre ses parents et l'homme d'affaires tunisien Aziz Miled, mais aussi par la confirmation aujourd'hui d'un entretien téléphonique que Michèle Alliot-Marie aurait eu fin 2010 avec l'ancien président Ben Ali. Tout de suite, je vous propose donc de prendre la direction de l'hémicycle pour suivre cette séance qui s'annonce animée. Très bonne fin de journée à tous sur notre antenne. L'État, Madame Bariza Chiari, pour le groupe socialiste, auteur de la question, pour 20 minutes. Merci. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est dans un contexte international inattendu, il y a deux mois encore, que s'inscrit cette question sur l'avenir de l'Union pour la Méditerranée. En décembre dernier, les chancelleries se demandaient s'il serait possible de tenir le sommet de l'UPM en avril prochain. Aujourd'hui, cette question est caduque et nous devons tirer parti de ce vide institutionnel pour questionner les principes qui pourraient nous permettre de refonder un véritable projet global méditerranéen. Il s'agit d'une question sensible pour les Français. Nous avons un lien affectif lié à l'histoire ancienne et récente avec les pays du Maghreb et du Machrek, sans compter qu'une part importante de nos concitoyens ont des liens avec la rive sud. Cet intérêt pour la Méditerranée a des ressorts complexes et ambigus. Au-delà même de la référence à la latinité et à l'Empire monde de Fernand Braudel, l'imaginaire méditerranéen se nourrit de l'orientalisme mais aussi de la fascination française pour le nationalisme arabe qui a été le principal vecteur de la décolonisation. Dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais revenir sur le paradoxe méditerranéen, le projet politique de l'Union pour la Méditerranée et enfin les contradictions de la politique méditerranéenne de la France et de l'Europe. J'ai eu l'honneur d'être élue vice-présidente de l'Assemblée des parlementaires de la Méditerranée, l'APM. Cette assemblée réunit les parlementaires nationaux des pays riverains de la Méditerranée, y compris Israël, les Palestiniens et Israéliens. C'est donc de l'intérieur que j'observe le paradoxe méditerranéen. Tous les discours sur la Méditerranée empruntent au registre de l'histoire et du lyrisme, et j'y céderai brièvement en évoquant cette citation anonyme et évolutive qui rappelle que l'alphabet fut phénicien, le concept grec, le droit romain, le monothéisme sémite, l'ingéniosité punique, la munificence byzantine, la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, l'aventure catalane et la liberté française et l'éternité égyptienne. Mais ni l'histoire, ni le lyrisme, ni l'invocation répétée à la Mare Nostrum ne peuvent avoir raison des antagonismes forts qui structurent les relations bilatérales, régionales et multilatérales de la région. Par ailleurs, c'est moins l'histoire que l'avenir qui doit guider notre action en la matière. En vérité, la Méditerranée a toujours été une terre de conflit. Quoi de plus logique pour cette région qui borde 3 continents, qui a vu naître les 3 religions monothéistes et qui se situe à la frontière du Nord et du Sud et au confluent des cultures d'Orient et d'Occident. Les lignes de fracture sont anciennes, elles se multiplient, se renforcent et se durcissent. Les épisodes de la décolonisation, la guerre froide et la mondialisation des échanges ont transformé cet héritage commun en anomalie politique. En dépit de nos liens humains et historiques, en dépit de la multitude des structures de toute nature qui visent à rapprocher les rives, rien n'y fait. La Méditerranée reste, plus encore que le Rio Bravo, la frontière la plus inégalitaire au monde, inégalitaire en termes de niveau de vie, de PIB, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Le niveau d'investissement européen y reste désespérément faible. Seuls 2% de nos investissements se font sur la rive sud. Les échanges économiques entre les deux rives sont donc très faibles et les échanges intrarégionaux sont encore à construire. J'y reviendrai.
Le projet méditerranéen de l'Europe a été lancé par Jacques Delors en 1995 avec le processus de Barcelone qui s'appuyait sur l'histoire, l'importance stratégique de la Méditerranée et la nécessité d'une coopération forte à même de contribuer à la prospérité et à la stabilité. Mais la coopération méditerranéenne, dans sa dimension politique, a achoppé sur la centralité du conflit israélo-palestinien et aussi sur la non-résolution d'autres conflits, dits conflits périphériques, comme celui du Sahara occidental, alors qu'il aurait fallu, en toute lucidité, tirer les leçons de l'échec de Barcelone. La France du candidat Sarkozy a, avec sa maladresse diplomatique constante, voulu relancer le processus de coopération dans le cadre d'une promesse de campagne aux visées plus électoralistes qu'humanistes. Dès le lancement de l'idée, en pleine campagne présidentielle, l'accueil fut mitigé. Nos partenaires européens, et en premier lieu l'Allemagne, ont vu dans ce projet une manœuvre pour donner une nouvelle impulsion à la politique arabe de la France et dont le coût serait financé par l'Europe. La Turquie y vit quant à elle une stratégie pour lui barrer la route à tout jamais de l'adhésion européenne, et les pays d'Europe orientale, pour leur part, exprimèrent leur inquiétude de voir l'argent européen s'y déverser à leur détriment. Le projet initial, retouché de fond en comble par l'Allemagne dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, n'avait plus rien à voir avec le projet initial porté par M. Sarkozy et M. Guénot. Mais les apparences furent sauves. M. Sarkozy, en grand illusionniste, a eu, une fois de plus, le talent de transformer le fiasco politique de l'UPM en succès médiatique. Au final, la brève histoire de l'UPM peut se résumer à une journée de splendeur, le 13 juillet 2008, suivi de 2 années d'hésitation bureaucratique, d'intrigues diplomatiques et d'impuissance politique. 2 ans et demi après ce lancement grandiose et les espérances portées ce jour-là, l'heure est venue de dresser un bilan. Nous savons d'ores et déjà qu'il est inconsistant. Pendant 2 ans, des négociations interminables ont porté sur la répartition des postes, le siège du secrétariat général, Barcelone ou pas Barcelone, le financement, qui paye quoi, les questions liées à la gouvernance, on est dans l'intergouvernemental ou bien dans le communautaire, le statut du secrétariat général, elles n'ont jamais été réellement tranchées. L'an passé, les deux sommets ont été reportés sine die. Aucune réunion ministérielle n'a donné lieu à des engagements fermes, seules les réunions dites techniques étaient assurées. Et ce n'est que le 27 décembre dernier, il y a moins de 2 mois, que le site internet de l'UPM a été lancé, et en anglais seulement. Enfin, un numéro de téléphone. Mais on a eu à peine le temps de le composer que le secrétaire général de l'UPM, le Jordanien Ahmed Messadeh, fonctionnaire éminent, démissionne. Et l'actuelle révolution égyptienne pose le problème du remplacement de la coprésidence de l'UPM, détenue jusqu'alors par Hosni Moubarak. De moribonde, cette institution est devenue, en l'espace de quelques jours, fantomatique. La France reprochait, et à raison, au processus de Barcelone de fonctionner suivant des relations déséquilibrées, où l'Europe décidait de tout. Avec l'UPM, elle a contribué, certes, à créer une structure paritaire, mais une structure où on ne parvient pas à savoir qui décide de quoi. Une première question, Madame la Ministre, qu'allez-vous proposer pour résoudre ces faiblesses institutionnelles? Pourtant, les projets de l'UPM, projets qui lui préexistaient, sont toujours d'une actualité brûlante, qu'il s'agisse de la dépollution de la Méditerranée, du plan d'énergie solaire, de la prévention des catastrophes naturelles, de la création des autoroutes de la mer ou de la création d'une université méditerranéenne sur la rive sud. Deuxième question, Madame la Ministre, concernant ces projets, ou plutôt deux questions dans une. Ils ont préexisté à l'UPM, vont-ils lui survivre? Et sous-question, dans le contexte actuel, de quel financement disposeront-ils? L'UPM souffre donc d'un vice de conception, mais aussi, et c'est sans doute plus préoccupant, d'absence de vision et de stratégie politique. L'UPM, pour fonctionner, aurait eu besoin de s'appuyer sur les ensembles régionaux, et en premier lieu sur la construction d'un Maghreb uni et fort autour de l'Algérie et du Maroc. Les coûts du non-règlement de la question du Sahara sont très élevés et pèsent politiquement sur la région. Ils sont humains, économiques et sécuritaires. Des milliers de familles payent l'absence de solution politique, des enfants grandissent dans des camps, et cette souffrance nourrit leur amertume et leur désespérance. Et pendant que ce drame prend de l'épaisseur de génération en génération, la perspective d'une région intégrée économiquement s'éloigne,
emportant avec elles les opportunités économiques et frustrant des aspirations populaires. Pour nous, Européens, la persistance de ce conflit qui déborde sur la zone sahélo-saharienne constitue une menace directe sur la sécurité euro-méditerranéenne et euro-atlantique. Nous en avons vu les conséquences dramatiques avec l'enlèvement et la mort de nos compatriotes. Qu'avons-nous fait, nous, Français et Européens, pour soutenir une solution négociée entre les protagonistes de ce dossier et tenter un tant soit peu d'aider, aux côtés de l'ONU, à trouver une solution politique à ce conflit qui obère toute possibilité de développement régional, qui empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc et qui est si contre-productif pour leurs populations respectives. Inexistant sur ce dossier, nous n'avons rien trouvé de mieux que d'envenimer les relations déjà passionnelles avec l'Algérie, avec la funeste inscription dans notre loi des effets positifs de la colonisation. Et quant à votre gouvernement, alors qu'il existe un accord très abouti de coopération en matière de lutte contre le terrorisme entre la France et l'Algérie, il a tout simplement porté l'Algérie sur la liste des pays à risque terroriste, oubliant au passage que ce pays a été la première victime de l'intégrisme. Avant même de nommer les principes sur lesquels nous pourrions relancer l'idée euro-méditerranéenne, il faut que nous apprenions à écouter ce que les peuples ont à nous dire. Ni la France, ni l'Europe n'ont vu venir les mouvements sociaux qui sont en voie de transformer la face politique de la rive sud. Je ne parle pas de la brutalité de la déflagration, ni de l'irruption de ce bouleversement radical qu'aucun stratège n'a vu venir. Je parle de ces messages qui, depuis plusieurs années, nous parviennent quotidiennement des bateaux de fortune qui sombrent dans la Méditerranée, avec à leur bord une jeunesse préférant l'aventure suicidaire à l'absence désespérante d'avenir. Au lieu de prendre toute la mesure de ces appels de détresse, nous avons soutenu des régimes d'un autre âge, faisant l'hypothèse que ces peuples ne sauraient décider par eux-mêmes. Cette surdité est d'une certaine façon en parfaite cohérence avec la théorie occidentale, pour ne pas dire néocoloniale, sur la démocratie impossible dans les pays de tradition musulmane. La politique des pays occidentaux s'appuie sur un prisme datant des années 70, affirmant que la seule alternative au pouvoir autocratique était l'obscurantisme islamique, comme si le choix ne pouvait se faire qu'entre le pharaon et le barbu. Obsédés par cette question, l'Union méditerranéenne et la France ont cautionné la privation des libertés publiques. Il faut revenir sur les raisons de cet aveuglement qui perdure aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, si notre diplomatie perçoit correctement les évolutions, et je veux leur rendre hommage, parce qu'après les magistrats, les policiers et bien d'autres professions, c'est au tour de nos diplomates d'être stigmatisés. Le gouvernement semble déçu de n'avoir trouvé nulle part dans les pays musulmans, en pleine agitation, la mesure intégriste. On confond, à mauvais escient, l'islam politique avec le besoin de spiritualité inhérent à la nature humaine, ce besoin de spiritualité de sens qui se renforce ici comme ailleurs, au fur et à mesure que progresse la déshumanisation des rapports sociaux. Cette surdité explique la vision partiale et partielle que nous avons de la rive sud et que sous-tend les trois contradictions majeures de la politique française dans son rêve euro-méditerranéen. La première contradiction consiste à vouloir asseoir une nouvelle influence française sur la rive sud, tout en stigmatisant sur la rive nord, jour après jour, les citoyens d'origine contrôlée que sont les Français de confession musulmane. Les attaques menées par votre gouvernement sur le sol français contre des musulmans est indigne de notre conception de la laïcité et corrosive pour notre vivre ensemble et aussi notre image à l'étranger. Cette croisade a commencé par l'hostilité à l'égard d'une adhésion de la Turquie à l'Europe, la création du ministère de l'Immigration et de l'identité nationale, qui s'est poursuivie par l'indigne débat du même nom, et les polémiques sur la burqa, les minarets et la viande halal. La fièvre obsidionale fut telle que pendant quelques jours, certains ont sincèrement cru qu'une chaîne de fast-food, son aire de jeu, ses sandwichs et ses plateaux repas étaient la cinquième colonne d'une invasion minutieusement programmée. Tout cela a été le terreau sur lequel le Front National a pu se refaire une santé, et Madame Le Pen fait référence à l'occupation pour désigner les musulmans. Et cela va continuer avec le prochain débat sur le multiculturalisme inscrit dans votre agenda politique. Les Français venus d'ailleurs vont encore être les otages de la prochaine campagne électorale.
je vous fais grâce du discours de Dakar où, malgré les prévenances d'un ambassadeur averti, injustement licencié depuis, Nicolas Sarkozy a gravement offensé les Africains. Cette vision fantasmée et anxiogène de l'islam et des musulmans, largement relayée et commentée dans les pays du Sud par les médias et les réseaux sociaux, justifie dans les pays du Sud un discours symétrique de repli identitaire. Ne vous y trompez pas, les populations de la rive sud sont connectées aux réseaux modernes et connaissent vos dérapages. Sur l'Irak, nous avons su nous différencier, fort heureusement. Mais Nicolas Sarkozy, en empruntant le chemin d'un atlantisme béat, a contribué à alimenter la mécanique infernale du conflit des civilisations théorisée par les néoconservateurs américains. Cette politique, cette idéologie est en totale incompatibilité avec un projet méditerranéen ambitieux. Barack Obama avait ouvert une perspective de dépassement aux Américains avec le concept post-racial et nous, si proches des pays arabes, nous n'avons pas compris que les jeunes générations de musulmans étaient dans une phase post-islamisme. Ils sont très attachés à leur civilisation, à leur tradition et veulent tout simplement vivre leur foi dans un monde ouvert. Ils ne se contenteront plus d'un ersatz de démocratie, car ils ont bien compris que les attributs de la démocratie sont bien plus larges que le simple droit de vote. Ils veulent des libertés publiques, justice, presse indépendante et des garanties de liberté individuelle. Ils souffrent d'un déclassement et rejettent les nouveaux maîtres qui pillent leur pays. Il y a également une demande sociale forte. La deuxième contradiction réside dans la volonté de créer une union reposant sur des projets, tout en verrouillant par une politique des visas malthusienne toute circulation humaine. C'est nord-sud et jamais sud-nord. En définitive, l'approche méditerranéenne de l'Europe se caractérise par des objectifs sécuritaires et des barrières migratoires. La seule coopération qui semble fonctionner est celle entre les organes de sécurité et les ministres de l'Intérieur. Ce n'est pas un reproche. Mais cette coopération qui se concentre sur les flux migratoires ne permet pas de nous protéger collectivement de la déstabilisation du Sahel. Là encore, la construction d'un ensemble régional aurait pu nous en prémunir, je l'ai déjà évoqué. Troisième question. Au-delà des postures politiques des lois sur l'immigration, comptez-vous offrir enfin un réel partenariat migratoire offrant des possibilités de migration circulaire aux pays de la rive sud, premier jalon indispensable à une véritable politique méditerranéenne? Enfin, la troisième contradiction porte sur la difficile articulation entre l'objectif des droits de l'homme et les logiques de puissance. En effet, la définition d'un discours de politique étrangère fondé sur l'universalisme des droits et le soutien aux libertés publiques se heurte de plein fouet à la concurrence que se livrent les États démocratiques pour développer ou conserver leur part de marché dans certains pays. Cette réelle politique se donne bonne conscience en affirmant que du développement économique découlera automatiquement l'aspiration démocratique. Mais la position française va bien au-delà de la réelle politique. Elle n'est pas axée simplement sur l'inefficience de la conditionnalité politique, elle s'appuie, et je le regrette, sur la négation de l'humanisme. On sait le peu de considération que porte le président français à la question des libertés publiques, qu'il qualifie avec mépris d'idéologie droit de l'homiste, comme si c'était une maladie honteuse que de se soucier de ses semblables. Ce parti pris s'est traduit ces dernières années par le tapis rouge pour certains et le guichet fermé pour des démocrates opposants, et également par la disparition rapide du secrétariat d'État aux droits de l'homme, par la mise au placard d'un secrétaire d'État ayant dénoncé les dérives de la Franc-Afrique, la multiplication sur notre sol des espaces de non-droit, la stigmatisation liée à l'origine pour les Roms, la 6e loi visant encore l'immigration avec des atteintes à notre Constitution, comme la déchéance de nationalité, fort heureusement rejetée par le Sénat dans sa grande sagesse. Mais il y a plus grave encore que ce cynisme et ce mépris ouvertement affichés. La logique de puissance, la grammaire diplomatique peuvent expliquer le silence d'un État démocratique, mais elles n'impliquent en rien l'usage de l'hypocrisie et de la flagornerie. Pourquoi le président de la République française a-t-il cru bon de saluer la progression de l'espace de liberté en Tunisie, alors que toutes les ONG ne cessent de dénoncer depuis des années l'inverse? La crédibilité internationale de la France ne se mesure pas au nombre de chefs d'État que compte une photographie. Elle repose, entre autres, sur l'estime que les sociétés civiles de la rive sud nous accordent. Dans le monde arabe, autant dire que cette crédibilité n'existe plus. En défilant, Madame la Ministre, avec des pancartes qui n'ont pour seul texte que dégage,
Les manifestants tunisiens et égyptiens rendent peut-être hommage à la francophonie. C'est notre modeste participation aux troubles révolutionnaires. Ce mot est le peu qu'il nous reste de l'esprit de 1789. À force de renvoyer à chaque soubresaut régional les musulmans à un djihad fantasmé, nous avons perdu, en plus de l'usage de notre raison, la grandeur de la France. Pourtant, la jeunesse de ces pays n'est pas dans la fascination du modèle des mollahs iraniens, dont elle connaît la brutalité. C'est au contraire répulsif. Pas plus que dans la copie du modèle occidental, pour d'autres raisons. Elle observe avec intérêt la Turquie, qui semble allier démocratie, développement économique et valeurs islamiques. Il faut bien admettre qu'à l'instar de la démocratie chrétienne, une démocratie musulmane puisse voir le jour. C'est pourquoi, avec beaucoup de gravité, je nous invite à ne pas nous engager dans le cœur des Cassandres. Depuis trop longtemps, les pays occidentaux s'accommodent des États autoritaires au nom du péril intégriste. Depuis qu'un barbu, et cela devient obsessionnel, depuis qu'un barbu illuminé et pyromane se cache dans des grottes préhistoriques après avoir défié les citadelles de la modernité. Madame la ministre, si nous savons décrypter ce que les sociétés civiles du Sud ont à nous dire, rien n'est perdu pour construire une union pour la Méditerranée. C'est pourquoi la France, dans la prochaine relance méditerranéenne souhaitable et même inévitable, ne pourra faire l'économie d'une part d'une nouvelle grille d'analyse entre quête du religieux et projet politique, d'une relation apaisée avec son passé, sa mémoire coloniale et ses citoyens venus d'ailleurs, et d'autre part, devra renouer avec son credo dans le progrès et l'universalisme des droits. Quatrième question, mon intervention tire à sa fin. Quelles leçons tirez-vous de l'aspiration démocratique de la rive sud et comment comptez-vous, à la lumière des événements, relancer le processus de l'UPM? J'ai bien conscience, Madame la Ministre, de porter un réquisitoire d'une sévérité, d'une grande sévérité sur le fond, mais il nous faut regarder les choses en face et se dire la vérité. C'est à ce prix que nous pourrons retrouver des liens de confiance avec la rive sud, que nous pourrons traiter d'égal à égal et construire ainsi cet espace méditerranéen dont nous avons tous besoin. Une belle idée a été gâchée. Nous sommes convaincus, socialistes en tout cas, que le destin de l'Europe vieillissante est lié au destin des pays du Sud. Nous sommes convaincus que nous ne parviendrons pas à aucune coopération, en tout cas d'avenir, sans respect, considération et solidarité avec ces peuples. Les foules de la place Tahrir et de Tunis scandent leur espoir dans leur pays, mais aussi dans leur région. Allons-nous enfin les entendre et leur proposer un cercle vertueux, gagnant-gagnant, que j'appelle de mes vœux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans le débat, la parole est à Monsieur Robert Rue pour le groupe CRC-SPG pour 10 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre d'État, mes chers collègues, en Égypte, un large mouvement populaire vient de chasser du pouvoir un dirigeant honni. Même si personne ne peut aujourd'hui prédire l'issue de cette insurrection, cet événement nous concerne et doit nous faire réfléchir sur le rôle de notre politique étrangère dans cette région. Les révoltes sociales, les luttes pour la démocratie de ces dernières semaines en Tunisie et en Égypte ont clairement mis en lumière l'échec des ambitions euro-méditerranéennes du président de la République. Ce qui devait être l'un des grands chantiers diplomatiques du quinquennat est devenu vide de sens. Cet échec sert également de révélateur aux faiblesses de notre politique étrangère depuis plusieurs années et à la dégradation de l'image de la France dans les pays du Maghreb, du Machrek, mais également au Proche-Orient. Ironie ou vengeance de l'histoire, lors de la création de l'Union pour la Méditerranée en 2008, le président de la République avait insisté pour que le siège de l'organisation et son secrétaire général résident à Tunis. Il n'avait pas obtenu satisfaction, mais il avait pu se consoler en coprésidant l'UPM jusqu'à ces dernières semaines avec Hosni Boumarak. Il en faisait ainsi notre partenaire privilégié. Au-delà des troubles que connaît la région,
le coup de grâce avait déjà été donné à cette institution par la démission de son secrétaire général et le retrait forcé de son coprésident égyptien. La démission de M. Ahmed Massadeh a été un nouveau coup dur pour l'influence de notre pays dans le monde arabe. L'ancien secrétaire général avait justifié sa décision par sa lassitude face à la paralysie de l'organisation, faute d'orientation claire et de possibilité d'accord entre les différents pays sur des projets concrets. Mais ce qu'il y avait surtout en arrière-plan de cette démission, c'était l'incapacité de notre diplomatie, animée par le président de la République, à donner les impulsions nécessaires à l'Union pour la Méditerranée. Souvenons-nous pourtant qu'en 2008, le président de la République croyait pouvoir tirer les enseignements de l'enlisement de la politique méditerranéenne de l'Union européenne, appelé processus de Barcelone. Il avait alors pris l'initiative d'un mouvement de coopération avec les pays de la région, malgré les réticences de la plupart de nos partenaires européens. En créant cet espace de coopération, il ambitionnait aussi sans doute de donner à l'Europe un poids suffisant pour influer enfin sur le processus de paix au Proche-Orient. Il voulait tirer parti d'une influence certaine due à notre proximité historique et culturelle pour promouvoir les principes et les valeurs de la France au moyen d'une nouvelle politique de coopération. Le candidat Sarkozy n'avait-il pas, en effet, promis une diplomatie des valeurs, vous entendez les guillemets, durant sa campagne pour l'élection présidentielle? N'avait-il pas déclaré le soir même de son élection que, je le cite, « la France sera du côté des opprimés du monde, de tous ceux qui croient aux valeurs de la liberté, de la tolérance et de la démocratie ». Hélas, les actes n'ont pas suivi les promesses. À la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons bien que notre pays risque de payer cher de lourdes erreurs stratégiques de sa politique étrangère. Le président de la République n'a pas su trouver le juste équilibre entre la diplomatie, les enjeux économiques et les droits fondamentaux. C'est ce qui fait aussi que les opposants tunisiens et égyptiens ignorent totalement et rejettent parfois l'UPM trop associée à leurs yeux aux anciens présidents Ben Ali et Moubarak. Ceci a largement contribué à décrédibiliser le rôle que notre pays revendique dans cette région et à altérer l'image de la France auprès des peuples qui paraissent ne plus rien avoir à attendre de nous ni de l'Europe. Sans vision stratégique, votre politique diplomatique, dans ce cas précis, s'est faite au jour le jour, au gré des événements. Il s'agissait, selon le vieil adage britannique, d'attendre et de voir. Notre incompréhension du processus historique dans ces pays, notre incapacité à prendre position et à réagir face aux événements en cours explique par la conception strictement néolibérale que votre gouvernement, comme les dirigeants européens, se fait de la coopération avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. En effet, vous concevez l'aide économique à ces pays comme le moyen d'assurer un certain type de développement sans, me semble-t-il, vous préoccuper des conditions sociales et politiques dans lesquelles il se réalise. L'histoire nous apprend pourtant qu'il est illusoire de penser qu'un développement durable, économique, social, mais aussi culturel, puisse se réaliser sans la démocratie. Votre conception, c'est celle des agences de notation qui ont immédiatement baissé la note de ces pays lorsque les intérêts des puissances économiques étaient menacés. Vous vous êtes ainsi rassuré à bon compte de la stabilité garantie par des pouvoirs corrompus qui opprimaient leur population pour préserver un ordre économique et social qui servait leurs seuls intérêts et les protégeait. Vous vous êtes laissé aveugler par l'épouvantail du fondamentalisme religieux musulman qu'ils n'ont cessé d'agiter afin de se présenter comme un rempart contre celui-ci. On découvre malheureusement aujourd'hui la triste réalité de ces manipulations.
On apprend par exemple que l'ancien ministre de l'Intérieur égyptien est soupçonné par la justice de son pays d'être impliqué dans un odieux attentat contre une église copte officiellement attribué à un mouvement terroriste islamiste. Tout cela vous a conduit à être peu regardant sur la nature de ces régimes, à être complaisant avec ce qu'il faut appeler des dictatures. Mais vous avez aussi, et peut-être surtout, gravement ignoré, ou en tout cas sous-estimé, la colère de ces peuples contre les injustices, leurs aspirations, mais aussi leur capacité à édifier des sociétés démocratiques. Permettez-moi de rappeler que notre groupe avait déjà dénoncé l'absence de prise en compte de cette dimension majeure que sont les droits fondamentaux à l'occasion du sommet fondateur de l'UPM à Paris au mois de juillet 2008. Dès cette époque, nous critiquions la différence de conception entre l'Union pour la Méditerranée et le processus initial de Barcelone qui, bien que fondé sur une politique libérale de libre-échange, liait développement économique et lutte contre la pauvreté et fixait des exigences en matière de droits fondamentaux. Nous avions également relevé que le docteur Monsef Marzouki, opposant au régime de Ben Ali, devenu aujourd'hui populaire en Tunisie, nous renvoyait à nos propres exigences afin de garantir la réussite d'une nouvelle politique méditerranéenne. Je le cite, « Aurait-on pu envisager l'élargissement de l'Europe à l'Espagne, au Portugal ou encore à la Grèce du temps des dictatures de Franco, Salazar et des colonels grecs ? Aujourd'hui, que reste-t-il du projet mort-né de l'Union pour la Méditerranée ? En 2 ans et demi d'existence, le bilan de cette institution est aujourd'hui très mince. Il a débouché sur des accords sur l'énergie solaire, le trafic maritime, les transports routiers et en avril 2010 sur une conférence sur l'eau sans véritable suite. Rien de concret que dans tout cela seulement une succession de séminaires ou d'études déconnectées des réalités économiques, sociales et politiques. Certes, ce bilan décevant ne peut être uniquement imputé à votre conception erronée des conditions dans lesquelles doit se réaliser le développement des sociétés. Il y a aussi des raisons objectives qui font qu'aucun projet ne peut aboutir tant que ne sont pas réglés des conflits ou des désaccords entre les différents acteurs de la région. Je pense naturellement au conflit entre Chypre et la Turquie, entre le Maroc et le Sahara occidental, et bien entendu au conflit israélo-palestinien qui fait de la coexistence entre Israël et les pays arabes l'un des principaux problèmes posés à l'Union pour la Méditerranée. Donc cela ne pourrait être possible qu'au prix d'une légitimité nouvelle, au prix d'une profonde redéfinition de notre politique euro-méditerranéenne d'aide au développement des pays de cette région dans un sens qui soit favorable à leur peuple et non aux seuls intérêts du libéralisme économique. C'est à cette révision profonde que je vous avais, Madame la Ministre d'État, invité à procéder en vous questionnant il y a 15 jours en pleine tourmente tunisienne. Vous m'aviez alors répondu de façon que j'ai ressentie comme agressive et inappropriée. Aujourd'hui, le Président de la République, le gouvernement et vous-même prennent le train de l'histoire, malheureusement, je pense, en marche. Pourtant, Nicolas Sarkozy semble encore marquer quelques réticences à reconnaître son incapacité à comprendre vraiment ce qui se passe dans ce pays, alors que vendredi dernier, il saluait, entendez les guillemets, le courage dont aurait fait preuve Hosni Moubarak en démissionnant. Il est donc grand temps pour la France et pour l'Europe de tirer les enseignements de ces événements et de revoir radicalement leur stratégie dans cette région. Et je termine. L'Europe et plus généralement l'Occident, qui ont trop longtemps tenu ces peuples pour mineurs et soutenu leurs dirigeants et leurs dictateurs, doivent aujourd'hui aider par tous les moyens ces processus démocratiques dans le respect de l'indépendance des États et des choix des peuples. Il leur appartient notamment de soutenir leur développement économique et social, condition essentielle, et je termine, de la pérennisation de ces démocraties naissantes. Ce sont ces exigences, pour terminer, que le coprésident de l'UPM, également président en exercice du G20, le président Sarkozy, devrait entendre pour mettre en œuvre de nouvelles orientations. Merci, cher collègue.
La parole est à Monsieur Jacques Blanc pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, je voudrais dire à Madame Khary, qui est l'auteur de la question qui nous permet de débattre d'un sujet passionnant, passionné et difficile, que c'est un peu dommage que son réquisitoire ait surtout été centré sur une attaque que je respecte par rapport au président de la République. Parce que, et j'ai plaisir à participer avec elle à l'Assemblée des parlements de la Méditerranée, mais chacun doit bien mesurer que ce dossier, qui n'est pas né hier, vous l'avez rappelé, l'histoire euro-méditerranéenne est déjà ancienne, je ne le reprendrai pour ma part que depuis 1995. Car il ne faut pas oublier que le processus de Barcelone est né après les accords de 1993 d'Oslo, qui avaient ouvert une perspective, une espérance de paix entre Israël et la Palestine. Et que c'est dans ce contexte qu'avec un rôle majeur de la France, d'ailleurs, et de l'Espagne, ce processus avait été lancé. J'ai eu le privilège, en tant que président du comité des régions d'Europe, d'assister autour de la conférence directe à quand même des moments où, rencontrant le ministre des Affaires étrangères d'Israël et le responsable de Palestine, beaucoup d'espoirs ont été fondés. Alors certes, ce processus n'a pas abouti à ce qu'on pouvait attendre, mais il a quand même jalonné l'histoire des rapports entre Europe et Méditerranée. Il a permis que se dessinent un certain nombre de perspectives, des accords de libre-échange qui ont pu être installés, s'instaurer, suppression des barrières douanières de l'Union sur des produits manufacturés exportés, début d'une zone de libre-échange entre Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, c'était les accords d'Agadir, création d'un outil de l'Europe en faveur des pays méditerranéens, certes qui a un peu déçu, mais qui a eu le mérite d'être créé, c'est le MEDA, création du FEMIP, c'est-à-dire Facilité méditerranéenne d'investissement de partenariat, des opérations qui se sont concrétisées ensuite, ont pu être lancées avec un jeu divers, soit globalité d'approche méditerranéenne, soit opération bilatérale. Alors, je pourrais évoquer le gazoduc transsaharien, le TGV Tanger-Casablanca. Il y a des opérations quand même concrètes, mais c'est vrai que ce processus avait besoin, et je n'oublie pas aussi les problèmes environnementaux qui ne sont pas nés à Barcelone, puisque l'ONU avait lancé le plan bleu pour la Méditerranée, mais qui a été relancé à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce processus avait besoin d'être boosté, en quelque sorte, relancé, et je crois qu'un des mérites du président Sarkozy, qui n'était pas encore président, c'est d'avoir perçu cette dimension exceptionnelle pour l'Union pour la Méditerranée et d'avoir osé relancer le processus de Barcelone en lançant l'Union pour la Méditerranée. Alors, ça a été un peu difficile parce que les autres pays européens n'étaient pas très chauds. Ils avaient peur un peu d'une union qui n'aurait concerné, et c'est le cas à l'Assemblée des parlements de la Méditerranée, que les pays méditerranéens, et ils ont tenu à ce que l'Europe y participe. C'était quand même une volonté politique et qu'il fallait intégrer ce qu'a fait le président de la République, puisque l'Union méditerranéenne est devenue l'Union pour la Méditerranée, après l'accord avec Mme Merkel. C'était d'autant plus important, il faut bien le dire, que cette politique euroméditerranéenne impliquait la politique de voisinage, qui, en matière européenne, avait besoin, et a toujours besoin d'ailleurs, d'évoluer avec la dimension
globale, régionale, venant compléter la dimension bilatérale Europe et pays candidats à la politique de voisinage. Et donc, on a assisté à ce mouvement qui s'est incarné, c'est vrai, en juillet 2008, par la présence à Paris de l'ensemble des responsables. À ce sujet d'ailleurs, des débats ont été ouverts à la suite de la présence du président syrien. Et à ce sujet, je veux dire que le président du groupe France-Syrie, notre ami Vial, m'a chargé de dire ici combien il pensait que à la fois la dimension globale méditerranéenne, mais aussi les rapports bilatéraux, des actions bilatérales pouvaient donner un contenu supplémentaire à cette politique. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la paix entre Israël et la Palestine, elle n'est pas installée. Est-ce qu'on peut expliquer que c'est la faute au président Sarkozy? Écoutez, soyons quand même honnêtes. Chacun, oui, mais enfin, on a un peu insinué. Bon, chacun sait bien qu'il y a une mobilisation, que c'est un sujet extrêmement difficile, et que Gaza et la colonisation, la reprise des colonisations par Israël n'a pas facilité les choses. Il faut quand même le dire, et qu'on ne peut pas en rendre responsable la diplomatie française. Mais aujourd'hui, après ce qui s'est passé, ce qui se passe en Tunisie, et j'ai participé au groupe d'amitié France-Tunisie, je parle sous le contrôle du président Sueur, où nous avons condamné la mesure de répression là-bas, n'est-ce pas? C'était avant le départ de M. Ben Ali, donc je suis à l'aise pour en parler. Mais ce qui se passe en Égypte et en Tunisie, est-ce que ça rend caduque l'Union méditerranéenne? Au contraire, mes chers collègues, moi je dis que plus que jamais, ça rend d'actualité le besoin de renforcer une politique euro-méditerranéenne. Peut-être que ces jeunes ou ces moins jeunes qui ont manifesté leur espérance d'une liberté nouvelle, peut-être que le message de l'Union Méditerranée les a confortés dans leur démarche. Et peut-être que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de dire, mais au contraire, devant cette aspiration des peuples, à la fois à la liberté, au respect des droits de l'homme, au développement, car n'oublions pas l'importance aussi du développement économique pour cette jeunesse en particulier, eh bien peut-être qu'il nous appartient aujourd'hui d'afficher, d'affirmer plus que jamais l'exigence d'une politique euro-méditerranéenne renforcée, je dirais même un vrai plan Marshall pour la Méditerranée pour répondre à ces attentes et pour que soit mobilisée et mise en œuvre une politique méditerranéenne. Alors, c'est vrai que les rapports d'État sont toujours difficiles. Et le mérite peut-être dans l'Union méditerranéenne, c'est de s'ouvrir aussi sur ces coopérations sous-étatiques. J'ai contribué avec mes collègues au Comité des régions d'Europe à la mise en place de l'ARLEM, c'est l'Association des régions et collectivités locales méditerranéennes, où des élus du Nord et du Sud se retrouvent, se rencontrent, peuvent parler au-delà même des grands problèmes des rapports d'État à État. J'ai eu le privilège, et Mme Cary le sait, d'être le rapporteur du problème d'eau à l'Assemblée des parlements de la Méditerranée. Le dernier rapport à Rabat que j'ai proposé, il y avait le président de la Knesset et le vice-président de l'autorité palestinienne, qui dans un contexte quand même difficile, étaient présents. Et donc, le fait de parler, ça ne veut pas dire qu'on cautionne l'interlocuteur, ça veut dire qu'on respecte les uns et les autres. Le fait d'échanger, le fait de compléter la démarche des États par une démarche de coopération sous-étatique, ça peut être aussi un atout pour faire passer des messages. Alors il y a de grands projets à côté, on les a évoqués, le problème des autoroutes de la mer, le problème de l'énergie, avec les plans solaires, avec aussi la boucle méditerranéenne qui permettrait de créer une dynamique nouvelle entre tous les pays, des problèmes concrets
je dois dire que vient d'être annoncée la création d'un fonds alimenté avec quand même une dimension. Alors on n'est pas encore au milliard qui était peut-être attendu, j'ai les chiffres là, mais en fait, pour ne pas être trop long, il y a aujourd'hui une perspective, les échanges se sont multipliés, et je voudrais en terminant dire, mes chers collègues, c'est pas l'heure des attaques internes, c'est l'heure du message que de cette tribune, nous pouvons apporter à l'ensemble des pays méditerranéens, et en particulier à cette jeunesse, ou à tous ceux qui tout à coup voient une espérance peut-être se concrétiser. Alors, disons, on vous respecte, c'est le mérite d'ailleurs du processus, car dans le processus de Barcelone, il y avait trop Europe et pays, là il y a la parité, créons cette dynamique et répondons aux attentes de ces peuples méditerranéens en leur disant nous respectons vos choix, nous comprenons vos attentes et nous sommes prêts à nous mobiliser pour apporter des chances supplémentaires de réussite pour l'ensemble de cette jeunesse qui attend de nous et de l'Europe des signes très positifs. Alors libérons-nous des problèmes internes pour ne regarder que la chance que l'on peut peut-être conforter pour la jeunesse méditerranéenne. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Denis Badret pour le groupe de l'Union centriste pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Faut lever le truc, là. Monsieur le Président, Madame la Ministre d'État, mes chers collègues, l'actualité internationale nous amène tout naturellement à nous interroger et à vous interroger, Madame la Ministre, sur l'Union pour la Méditerranée, avec de vraies questions, mais aussi, si vous le permettez, avec quelques réflexions et des propositions. Des bouleversements considérables secouent plusieurs États de cette Union pour la Méditerranée, et on ne la voit pas agir, et on ne l'entend pas. On ne sait d'ailleurs même pas si son coprésident, Hosni Moubarak, a été ou va être remplacé. L'UPM semble avoir disparu des écrans, alors même qu'on devrait pouvoir attendre beaucoup d'elle. Elle n'a pas été créée pour traiter seulement de problèmes mineurs. On n'aurait pas soulevé des montagnes pour rien. J'avais bien compris qu'elle était lancée pour amplifier et donner sa pleine portée politique au processus de Barcelone. Elle a bien été clairement conçue pour progresser sur toutes les rives de la Méditerranée, sur des sujets de fond, tels qu'un développement économique, social et culturel durable, la promotion de la démocratie ou la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, nous devons chercher à réunir les conditions qui lui permettront de répondre aux immenses attentes qu'elle a révélées ou suscitées, attentes qui s'expriment tous les jours avec plus de force. Même si, à beaucoup d'égards, la France doit assumer une responsabilité particulière quand il s'agit de la Méditerranée, et spécialement du Maghreb, elle n'est ni forcément ni toujours la mieux placée pour s'exprimer en direct. Les États-Unis, voire la Chine, auraient-elles alors les coudées plus libres? Certainement, aussi longtemps du moins que nous refuserons de voir et d'accepter les possibilités dont dispose l'Union européenne pour intervenir en notre nom. Malheureusement, si l'Europe commence à s'organiser pour le faire, sa voix reste toujours bien timide. Il y a là aussi beaucoup à dire et matière à réflexion. Nous regrettons donc d'autant plus l'effacement d'une Union pour la Méditerranée qui serait précisément idéalement placée aujourd'hui pour parler tout à la fois avec le poids de l'Europe et avec la force née de la proximité, voire de la complicité qui devrait se développer entre ses membres, européens ou non, de toutes les rives de la Méditerranée, dès lors qu'ils s'attachent à relever ensemble des défis qui les concernent tous. Les crises que nous voyons se développer sont profondes. Elles éclatent du fait de difficultés sociales et d'emploi. Ce sont d'abord des crises de développement, donc des crises de fond. Pire, leurs enjeux au plan régional et mondial sont encore beaucoup plus lourds. Le mot grec crisis peut se traduire par instant décisif. Nous sommes au temps où s'ouvre l'avenir, au temps de tous les possibles. Ce temps doit être aussi pour nous celui des vraies responsabilités. Les mouvements actuels peuvent en effet être instrumentalisés par les intégristes et les extrémistes de toutes obédiences qui spéculent sur une déstabilisation générale du Proche et du Moyen-Orient. Ces soulèvements populaires sont aussi porteurs d'aspirations très fortes. Ils peuvent également conduire vers les libertés et la démocratie. Serons-nous assez forts et suffisamment solidaires tout autour de la Méditerranée à nouveau
pour faire prévaloir les élans qui unissent et non les forces qui divisent et détruisent. Oui, une union pour la Méditerranée, active et responsable, manque aujourd'hui. Oui, les promoteurs de l'UPM avaient fondé leur démarche sur une intuition très juste. Et s'ils n'avaient pas engagé il y a 2 ans cette démarche, il serait aujourd'hui urgent de le faire. Jacques Blanc le disait très bien à l'instant. L'UPM existe, mais elle n'est manifestement pas en situation aujourd'hui de jouer le rôle qui lui a été confié. Essayons donc de voir si et en quoi elle peut être amendée afin de devenir réellement efficace, sinon tout de suite, du moins pour l'avenir. Il fallait que l'UPM soit l'affaire de l'Union européenne dans son ensemble et non des seuls États de l'Union qui sont riverains de la Méditerranée, et qu'elle soit ainsi, à l'instar du partenariat oriental de l'Union européenne, une composante majeure d'une politique de voisinage priorité de l'Union européenne. C'était indispensable pour garantir la cohésion de l'Union européenne. Confier l'Est à certains de ses membres et faire du Sud un domaine réservé à d'autres aurait porté en germe une défaisance, puis un éclatement de l'Union européenne. Une vraie politique de voisinage, qui prendra évidemment des formes différentes à l'Est et au Sud, doit être une priorité pour l'Europe, pour nous Français. Cette politique est appelée à relever des affaires européennes et non plus des affaires étrangères au sens large. J'ai donc la faiblesse de considérer, Madame la Ministre, que vous êtes ici au titre de vos responsabilités particulières européennes. Il est clair, au demeurant, qu'impliquer l'Union européenne dans le devenir du bassin méditerranéen peut être perçu par nos partenaires du Sud comme un gage supplémentaire d'efficacité politique. Il est également évident que l'UPM ne peut qu'être une organisation intergouvernementale. On ne pourrait participer à la fois à 2 unions, l'une et l'autre de nature communautaire. Mais il faut que cette organisation intergouvernementale, affaire des États, soit aussi et très vite l'affaire des peuples. Même si la qualité des relations personnelles des chefs d'État représente un atout à ne jamais négliger, il est essentiel de dépasser rapidement une situation qui serait excessivement personnalisée et alors forcément contingente et fragile. Il faut aller vers une institutionnalisation par nature plus durable, à condition toutefois, et c'est essentiel, que cette institutionnalisation repose sur une charte des valeurs. Nous voici au cœur du problème. Ou bien on feint d'ignorer les difficultés réelles qui existent du fait des conflits ouverts que nous savons, ou du fait de marges que se donnent certains États vis-à-vis des bonnes pratiques démocratiques ou du respect des droits de l'homme, et nous ne pourrons jamais aller à l'essentiel, et nous ne pourrons nous tourner ensemble vers l'avenir sur la base d'une solide confiance mutuelle. Ou bien nous n'éludons pas ces questions majeures au plan des principes, et surtout essentielles pour tous nos peuples, mais il faudra alors du courage et de la détermination. Le chemin sera rude. La situation actuelle ne représente-t-elle pas une opportunité pour choisir tout de même ce chemin? En réalité, et quelle qu'en soit la difficulté, avons-nous un autre choix? Peut-être le reporter à plus tard, c'est le minimum qu'on pourrait imaginer. Nous le pourrions si nous étions certains que ce chemin restera ouvert. Or, rien n'est moins sûr. Les peuples qui se sont soulevés attendent. Pourront-ils le faire longtemps? En réalité, le temps presse. Vous le savez, Madame la Ministre, puisque vous m'avez permis de m'en entretenir avec vous, je suggère que l'Union européenne délègue tout naturellement ces questions de démocratie et de droits de l'homme au Conseil de l'Europe, dont c'est précisément le cœur de métier. Dans son rôle éminent, l'Union pour la Méditerranée fixerait ainsi les grands objectifs politiques et elle marquerait sa volonté d'aller de l'avant en proposant des programmes concrets, équilibrés et durables de développement et elle s'appuierait sur le Conseil de l'Europe pour ce qui touche aux droits fondamentaux. Je note en passant que parmi les États riverains de la Méditerranée, aujourd'hui non membres de l'Union européenne, la Turquie ou les pays des Balkans sont au Conseil de l'Europe et que les autres, à un titre ou à un autre, ont engagé ou se disposent à engager un dialogue avec le Conseil de l'Europe. Pour être tout à fait concret, j'ajoute surtout que, sans attendre de futures crises ou un avenir plus lointain, nous devrions pouvoir proposer dès maintenant, notamment à la Tunisie et à l'Égypte, les possibilités offertes par le statut de partenaire pour la démocratie, ce statut institué par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour favoriser le développement d'un dialogue interparlementaire orienté sur la promotion des valeurs, ce statut auquel le Parlement marocain s'est d'ailleurs déjà porté candidat. Nous pouvons également rappeler que le Conseil de l'Europe peut offrir les services de la Convention de Venise aux États qui remettent ou seront appelés à remettre en chantier leur constitution, et ils sont nombreux. Je suis certain enfin que notre session d'avril de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sera l'occasion de faire des propositions sur tous ces sujets. Notre délégation française, en tout cas, Madame la Ministre, le demandera. Des peuples amis rencontrent aujourd'hui d'immenses difficultés pour trouver leur chemin vers la démocratie et vers la liberté. Les défis qu'ils ont à relever nous concernent également très directement.
Le temps n'est plus aux querelles subalternes, mais à l'imagination et à la solidarité, à l'émergence d'une volonté politique partagée tout autour de la Méditerranée, de cette Méditerranée, berceau des religions du livre et de la philosophie, de cette Méditerranée qui est après tout le berceau de la démocratie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Simon Sutour pour le groupe socialiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier notre collègue Barisa Chiari d'avoir été, dans cet ordre du jour réservé, à l'initiative d'une question orale sur l'avenir de l'Union pour la Méditerranée. Il est vrai qu'évoquer la Méditerranée, et plus particulièrement sa rive sud et est, et ses relations avec le continent européen, revêt un caractère tout particulier, Madame la Ministre, en cette période. D'un côté, nous pouvons que nous réjouir des mutations en cours, d'abord en Tunisie, en Égypte et demain certainement dans de nombreux autres pays, avec l'espoir de voir l'émergence de grandes démocraties. Mais de l'autre côté, il faut bien l'avouer, et nous le regrettons, la France et l'Europe, surtout l'Europe, sont les grandes absentes de ce processus. Nous sommes si proches et pourtant si impuissants. Si proche et si maladroit, si proche et si peu crédible, si bien que, mis à part notre proximité géographique, qu'avons-nous à proposer ou à dire? En tant qu'Européens convaincus et élus d'un département de la Méditerranée, un département méditerranéen, je suis d'ailleurs le premier à intervenir à cette tribune d'un département bordant la Méditerranée cet après-midi, je suis certain qu'il ne s'agit pas d'une simple question de proximité qui pourrait être abordée, comme certains l'ont pensé, par la mise en œuvre depuis 2003 de la politique européenne de voisinage. Il s'agit bien au contraire d'un sujet de civilisation, d'une histoire commune et d'un futur partagé. Je ne ferai pas de rappel historique des relations entre les pays du continent européen et les pays du Sud et de l'Est méditerranéen. D'autres, ici ou ailleurs, l'ont fait ou le feront de manière brillante. Cependant, je tiens à vous sensibiliser, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur la nécessité impérieuse pour l'Europe et pour la France de construire une communauté de destin avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, justement de s'inspirer des échecs du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parmi ces erreurs, il y a celle qui conduit souvent les Européens à aborder la question des relations euro-méditerranéennes de la manière suivante. Que pouvons-nous apporter aux pays du Sud? Que pouvons-nous apporter aux pays du Sud? Il faut maintenant inverser les choses et se demander que peuvent nous apporter ces pays et que pouvons-nous nous apporter réciproquement, car nous aussi nous avons besoin du Sud. De par nos relations historiques, géographiques, culturelles, économiques et environnementales, il y a une exigence de construire davantage sur le long terme dans un monde multipolaire. Seulement, limiter la coopération à la dépollution, à la création d'autoroutes de la mer, à l'élaboration d'un plan énergie solaire, comme a pu le faire jusqu'à présent l'Union pour la Méditerranée, dont le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été l'initiateur en 2008, a été une mauvaise réponse à un succès limité du processus de Barcelone, tel qu'il avait été initié par Jacques Delors en 1995. Si bien que lorsqu'on compare les deux, l'UPM et le processus de Barcelone, ce dernier, malgré ses imperfections, était un projet de l'Europe, un projet complet et fixait, contrairement à l'UPM, des exigences en matière de droits fondamentaux. Il n'ignorait pas les questions politiques comme l'immigration, le conflit israélo-palestinien ou encore la lutte contre le terrorisme. L'échec de l'UPM, parce qu'après l'annulation de son congrès qui devait se tenir à Barcelone le 21 novembre dernier et la démission récente le 26 janvier dernier de son secrétaire général, M. Ahmad Massadeh, le terme d'échec est malheureusement approprié, est un revers retentissant pour le président de la République. Parce qu'en mêlant précipitation et inconstance, comme souvent, il a réussi à abîmer une bonne idée. Il est d'ailleurs admis désormais que l'UPM n'est plus qu'une instance de coordination de projets.
Quel manque d'ambition pour un sujet majeur pour notre avenir. Je me permets d'ajouter, sans polémiquer, que dès le départ, ce projet était mal engagé. Les critiques formulées à l'époque par les pays du nord de l'Europe et ici même par les sénateurs socialistes étaient pleinement justifiées. En effet, d'emblée, l'initiative de M. Sarkozy avait été lourdement critiquée par l'Allemagne et d'autres pays européens, qui tenaient alors à s'assurer que la nouvelle Union ne viendrait pas concurrencer l'Union européenne ou le processus de Barcelone. Plus au sud, les différences d'interprétation des versions anglaises et françaises de la déclaration de Paris ont donné lieu à des querelles sur la participation ou non de la Ligue arabe aux réunions de l'UPM. Des désaccords sont aussi apparus sur la question de la gouvernance. Ils ne sont d'ailleurs pour l'heure toujours pas résolus et vraisemblablement pas près de l'être. À Bruxelles, l'Union européenne s'est immédiatement sentie mise à l'écart. Grave faute. Le processus de Barcelone était un projet de l'Union européenne, coordonné par la Commission européenne, alors que l'UPM est avant tout et seulement un projet intergouvernemental né de l'initiative de certains membres. La Commission européenne et les États du nord de l'Europe ont été réticents à mettre en place un nouveau mécanisme. Le Parlement européen a lui-même, à de nombreuses reprises, été très critique sur l'UPM. Au-delà des discours du président de la République et de quelques bonnes intentions, force est de constater qu'au niveau institutionnel, l'UPM renforce l'intergouvernementalisme et fait primer les intérêts nationaux de chaque État participant au détriment d'un intérêt commun supérieur. Cette logique est récurrente depuis 2007. Elle est la source de nombreux échecs sur le plan diplomatique. En voulant à tout prix et toujours occuper le devant de la scène, le poids de la France dans le monde tend, et c'est regrettable, irrésistiblement à reculer, au contraire de celui de nos voisins, allemands en particulier. Enfin, tout projet de cette envergure ne peut pas faire l'économie d'un volet politique et esquiver, comme l'a fait l'UPM, les questions de la promotion de la démocratie, la question des droits de l'homme ou encore de l'avenir d'Israël et de la Palestine. Aujourd'hui, l'heure est venue de tirer un bilan des expériences passées et de ne pas renoncer à l'objectif historique du rapprochement des deux rives de la Méditerranée. Il n'y a pas d'alternative possible au renforcement des liens du nord et du sud de la Méditerranée si nous ne voulons pas devenir une région périphérique. L'Union européenne et les pays du nord de l'Afrique et du Proche-Orient, en restant séparés, prennent le risque d'être définitivement marginalisés dans la mondialisation. Nos économies sont très complémentaires. Ce qui manque au nord, notamment en matière énergétique, se trouve au sud. Et ce qui manque au sud sur les technologies, l'agroalimentaire, le nord l'a. Je parle ici de co-développement, avec pour objectif prioritaire l'amélioration des conditions d'existence dans un ensemble prospère. La résorption des disparités sociales et économiques entre les deux rives est prioritaire. Elle est majeure pour notre avenir. Les échanges doivent concerner également les champs social, médical, culturel, environnemental, éducatif. Nous avons trop ignoré les sociétés civiles des pays du Sud. L'Europe est frileuse, au contraire de la Chine et des États-Unis, qui investissent massivement le continent africain, le Proche et le Moyen-Orient. Il reste donc beaucoup à faire. Et s'il faut être ambitieux et relancer le plus rapidement possible les relations euro-méditerranéennes, il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi faire preuve de pragmatisme et d'humilité, car nous ne faisons pas souvent assez preuve d'humilité. L'Europe doit reprendre l'initiative d'une alliance forte entre les deux rives. L'échec d'une telle ambition pèserait lourd en termes de conflits, de croissance économique, de tensions sociales, de problèmes environnementaux. Au contraire, sa réussite permettrait de fonder une ère de civilisation partagée et dynamique qui peut aider profondément tout d'abord l'Europe à résoudre ses propres problèmes, accroître sa voix et son poids dans le monde, améliorer sa croissance, mais aussi les pays du Sud et de l'Est méditerranéen à progresser dans le sens du développement économique et démocratique. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Yvon Collin pour le groupe RDSE pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame
ministre, mes chers collègues, la récente démission du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, qui s'inscrit certes dans le contexte particulier de la chute des dirigeants égyptiens et tunisiens, illustre néanmoins les difficultés récurrentes d'une organisation née dans la douleur et bien souvent au bord de l'enlisement. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la quasi-paralysie qui guette l'Union pour la Méditerranée. Grâce à l'initiative opportune de notre collègue Bariza Chiari, nous avons l'occasion de nous interroger sur l'avenir de ce grand partenariat entre les pays riverains de la Méditerranée. La question est simple. L'Union pour la Méditerranée est-elle condamnée? Ce n'est pas si sûr, mais il est clair pour tout le monde, chers collègues, que se profile au moins, hélas, sans doute, sa mise entre parenthèses. Il est bien évident que nous sommes tenus par l'évolution de la transition démocratique qui s'effectue respectivement en Égypte et en Tunisie, deux pays particulièrement mis en avant au sein de l'Union pour la Méditerranée. Certes, la nouvelle donne politique, si elle porte l'Union pour la Méditerranée au point mort, a le mérite de remettre en débat la question des droits de l'homme, évacuée à l'époque de sa création. On peut d'ailleurs se demander si l'enthousiasme manifeste des anciens présidents Ben Ali et Hosni Moubarak pour le projet de l'Union n'était pas motivé par le fait de trouver dans l'institution le moyen de sanctuariser leur régime autoritaire. Le processus de Barcelone, d'ailleurs, fixait des exigences en matière de droits fondamentaux, mais pas l'Union pour la Méditerranée. Profitons en tout cas de cette période qu'on peut qualifier de latence pour méditer sur les points de blocage apparus bien avant le réveil des peuples de ce secteur. En effet, le projet lancé par le président de la République en 2008 a connu dès ses débuts des moments difficiles qui expliquent aussi son actuel état d'inertie. L'idée de Nicolas Sarkozy était noble, il faut bien le dire, qui ne rêve pas d'établir dans cette région un espace de paix, de stabilité, de prospérité pour les peuples des deux rives. Mais il a manqué aux origines une véritable concertation avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union européenne qui aurait sans doute déminé bien des crispations en amont et mieux contribué par la suite à dégager un véritable élan collectif de tous les États membres en direction des pays du Sud bordés par la Méditerranée. Je ne vais pas ici refaire l'histoire, mais dans sa présentation, le projet français consacrait l'échec du processus de Barcelone. Il a fallu déployer beaucoup d'énergie pour venir à bout des tensions intra-européennes, franco-allemandes en particulier. C'est vrai qu'une partie des pays de l'Union européenne regarde vers l'Est, tandis que d'autres regardent vers le Sud. Pour autant, aucun des États membres ne doit ignorer que la Méditerranée est au cœur de toutes les grandes problématiques des décennies à venir, que ce soit l'accès à l'eau, à l'énergie, la conservation de l'environnement, la question des migrations, de la paix. Tous ces défis lient le destin des pays situés de chaque côté des deux rives. Par ailleurs, il est inutile de rappeler également que la réalisation d'une vraie dynamique économique régionale centrée sur la Méditerranée, dans laquelle l'Europe a naturellement un pied, constituerait un espace économique faisant contrepoids aux puissances émergentes. J'ajouterais même qu'il serait souhaitable d'aboutir à un espace de coopération économique qui retiendrait des délocalisations de nos entreprises, lorsqu'elles seraient inéluctables bien sûr, dans cette zone plutôt qu'ailleurs, plutôt qu'en Chine par exemple. Cela permettrait ainsi de constituer une sorte de stabilisateur à l'immigration, et j'en profite d'ailleurs pour demander, Madame le Ministre, à ce que la question des migrations, écartée des préoccupations de l'Union pour la Méditerranée, y figure. Le drame humanitaire qui se joue sur la petite île italienne de Lampedusa est bien une problématique qui touche les deux rives de la Méditerranée. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, il me semble que la relance de l'Union pour la Méditerranée est plus que nécessaire, mais elle mériterait cette fois-ci un dialogue et une préparation sans doute à 27. D'autant que 3 présidences successives de l'Union européenne seront assurées par des États du Nord, de l'Est et de l'Est de l'Europe. Dès aujourd'hui, il est important que le gouvernement français prenne des initiatives pour convaincre nos partenaires restés sceptiques, ceux depuis 2008, et qui, c'est vrai, n'ont pas facilité la mise en place de la gouvernance de l'Union pour la Méditerranée. Si nous obtenons ce nouveau souffle, il restera toutefois une épine, et non des moindres, celle du champ géographique de l'Union pour la Méditerranée. Le périmètre a sa cohérence, bien sûr, puisque les membres, hormis ceux de l'Union européenne, doivent être riverains de la Méditerranée.
Mais ce qui est parfait sur la carte l'est beaucoup moins, nous le savons, sur le plan politique. La présence au sein de la même enceinte des chefs d'État ou de gouvernement d'Israël, de la Syrie, du Liban ou de l'autorité palestinienne n'est pas, comme vous le savez, mes chers collègues, de nature à faciliter les choses. Nous le savons tous. Le dernier sommet de l'Union sans cesse ajourné, suspendu à la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Pour contourner cet obstacle, il faudra sans doute fonctionner sur la base d'ensembles sous-régionaux, peut-être, pourquoi pas. Malgré toutes ces difficultés, mes chers collègues, malgré le délitement de sa configuration politique, l'Union pour la Méditerranée a tout de même réussi à concrétiser quelques projets sur le plan technique et financier. Je pense en particulier au plan solaire Transgren et à la constitution du fonds Inframed, premier pas vers la Banque en Méditerranée. Et j'en profite pour souligner le travail actuellement effectué dans le cadre d'une mission par mon prédécesseur au RDSE Pierre Lafitte, une mission destinée à créer un réseau spécifique pour développer l'innovation en Euroméditerranée. Nous attendons bien sûr avec impatience ces conclusions. Tous ces projets méritent bien sûr d'être poursuivis, mis en œuvre par la société civile. Il leur est possible, je l'espère, de continuer leur cheminement malgré les soubresauts politiques qui gagnent cette région. Mes chers collègues, au détroit de Gibraltar, seulement 14 kilomètres séparent le continent européen de sa rive sud. La France et d'autres pays européens partagent une histoire commune avec plusieurs pays du Maghreb et du Proche-Orient. Le plus souvent, la relation fraternelle a pris le pas sur les ressentiments. De part et d'autre dans la Méditerranée, il me semble que nous avons tous conscience d'une communauté de destin, mais sur l'échelle du développement, trop de différences nous éloignent. C'est pourquoi le RDSE est favorable à la relance du processus, mais nous souhaitons pour cela une diplomatie plus habile et plus visionnaire qu'elle ne l'a été jusque-là. Et nous voulons qu'il y ait parfois des sujets qui fâchent. Oui, nous voulons un espace où tous partagent notre goût de la démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous irons ainsi tous dans le sens de l'histoire. Je vous remercie. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. À suivre dans un instant l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, avec ce soir comme invité le sénateur maire socialiste de Dijon, François Rebsamen. Merci de votre fidélité et à très bientôt.